Et on se retrouve à la Fabrique de la Nuit sur Radio Brume avec nos deux invités, avec Hugo Patoureau, qui est toujours avec nous, qui est coordinateur du mouvement des jeunes communistes. Comment vas-tu? Eh ben ça va, hein, merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'est un plaisir. Euh, Avec nous également Vincent Exiga du mouvement des jeunes socialistes. Bonsoir. Colin, c'est l'heure de ton édito politique. Oui, alors moi, ce soir, je vais revenir un petit peu sur ce qui est en train de se jouer en France avec ce début de mouvement contre la loi El Khomri. Alors là, je ne vais pas trop vous parler de tout ce qui s'est passé, les événements depuis la première fois que j'en avais parlé, il y a à peu près un mois. Il y a eu la CFDT qui a fait sa fameuse technique de la serpillière, c'est-à-dire qui consiste à signer, je vous l'avais dit, qui consiste à signer tout ce qu'elle trouve. Donc là, apparemment, ils l'ont trouvé sa place. Elle est plus autour de la table, elle est sous la table pour les prochaines négociations directement. Voilà, ça ira plus vite. On a toujours Gérard Filoche, l'éternel indigné du PS, qui a continué à dire que c'était inacceptable ce que faisait le gouvernement, mais bon, quand même resté dans ce parti, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Et on a toujours la droite, depuis 2 semaines, qui se régale et qui en donne dans la surenchère pour faire plus, puisque du coup, la loi El Khomri, on leur a tout volé, ils y vont d'autant plus. Bref, du coup, moi, je vais plutôt là me centrer sur un petit peu de fond, essayer de voir, de remettre dans son contexte un petit peu ce projet, parce que j'ai pas mal discuté autour de moi ces dernières semaines de l'implication de la loi El Khomri, de son sens politique, et je me suis rendu compte que si ce projet avait le don de déciler les derniers croyants du hollandisme qui pensaient naïvement avoir élu un président de gauche, j'ai quand même l'impression de rencontrer régulièrement une certaine incapacité à remettre vraiment dans un cadre plus global cette réforme et ce qui lui permet de donner un sens à ce qui est en train de se passer. Alors, pour comprendre le projet de loi El Khomri, à mon avis, il faut d'abord balayer l'idée que ce serait un ensemble de petites mesures techniques, de choses qui ne modifieraient au fond pas le principal dans le monde du travail actuel. C'est pas un projet qui est mal foutu, qui a des points intéressants et d'autres non. C'est assez cohérent au final. Et sa philosophie, si on peut dire, si on peut employer ce mot-là, c'est de renverser la pyramide des normes au niveau du droit du travail. Aujourd'hui, on a les accords nationaux qui s'imposent aux accords de branche, qui eux-mêmes s'imposent aux entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise peut difficilement prévoir des conditions de travail moins bonnes que celles prévues dans la convention collective de la branche, par exemple, et aussi de la loi. Eh bien, ce gouvernement veut permettre aux entreprises de pouvoir prévoir des conditions de travail à la carte en fonction de leur activité, même si celles-ci sont moins favorables aux salariés. Alors pour revenir aux bases simplement du droit du travail, le contrat de travail, c'est un contrat qui réglemente le rapport entre un salarié et son employeur. Le fait d'avoir instauré ce contrat, de l'avoir institutionnalisé petit à petit, d'y avoir attaché des droits sociaux, ça permet de mettre en place une sorte de double marchandage. Le premier marchandage, c'est le fait que le salarié accepte la subordination à son employeur, mais d'un autre côté, ce lien de subordination, il est encadré et le salarié bénéficie de certains droits. Deuxième marchandage, au sein du contrat de travail, le salarié accepte de laisser le profit à son patron et de ne pas gagner plus d'argent quand l'entreprise va bien, mais en échange, il a une assurance de toucher tous les mois le même salaire. Or, tous les efforts des lois libérales de ces 30 dernières années visent justement à supprimer petit à petit ces avantages liés au salariat. D'autant que cette idée même de marchandage est encore en dessous de la réalité, en réalité, puisque l'un des arguments des défenseurs du projet de loi, c'est de dire, justement, là, ils vont pouvoir vraiment négocier, les salariés et les employeurs, autour d'une table, on va faire des référendums, ça va être la démocratie, ça va être chouette. Bon, une entreprise, c'est pas la réunion de l'amicale des boulistes du coin, c'est plus proche quand même il y a un homme avec un pistolet chargé, d'autres qui creusent. Le pistolet, en l'occurrence, c'est la menace de licenciement que peut brandir l'employeur. Donc on a une relation qui n'est pas du tout symétrique. Et là encore, le but, ça a l'air d'être de justement laisser cette relation de pouvoir dans l'entreprise jouer à plein. Donc, au final, la loi El Khomri, elle donne davantage de pouvoir aux employeurs, alors que ce sont les travailleurs qui créent la valeur des produits qui vont être ensuite vendus. Elle s'inscrit donc dans une attaque globale contre le monde du travail, menée par le camp du profit, du bénéfice, ce qu'on appelle le capital. Bref, tout simplement le retour de la bonne vieille lutte des classes. Deuxième type d'idée contre lequel je me bats, ce projet serait une sorte de surprise issue d'un gouvernement pris d'irrationalité et qui aurait décidé, on ne sait pour quelle raison, de trahir son électorat. Et là aussi, il faut remettre les choses dans son contexte, parce qu'on peut dire que ce genre de mesure pouvait être prévu au moins depuis la campagne présidentielle de 2012. Pendant cette période, le journaliste François Ruffin, dont je vous parlais il y a 2 semaines, s'était rendu dans une grande banque filiale du Crédit Agricole pour interroger le banquier Nicolas Doisy, auteur d'une note sur l'élection présidentielle destinée aux opérateurs des marchés. Et voilà ce que nous disait cette note.
François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à concilier les deux. Prévenu des risques d'exaspérer à la fois les marchés financiers et l'Allemagne, Hollande sait qu'il cédera finalement à leurs demandes. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Et voilà ce que nous raconte le dit banquier au micro, cette fois-ci de François Ruffin. L'idée, c'est de permettre aux entreprises d'avoir une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs ressources humaines, de façon à ajuster au mieux leur personnel, leur force de travail, de façon à être les plus performantes. En d'autres termes, ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment, et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs. C'est là que ça va coincer. C'est là que ce sera problématique, parce que je ne suis pas certain qu'on pourra maintenir le modèle français tel qu'il est. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro et satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant. En d'autres termes, si l'on veut être un tant soit peu conséquent, lutter contre la loi El Khomri revient tout simplement à défier l'Union européenne et à remettre au pas les marchés financiers. Vaste programme. Merci beaucoup, Colin. Une petite réaction, Hugo, Vincent? Petite, je vais faire court alors, mais tu as parlé de contexte global, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, cette loi est vraiment dans la suite des 30 années de gouvernement de droite qu'on a eu. Le PS, pour le coup, ne fait qu'appliquer la suite logique des lois de Sarkozy. Alors qu'aujourd'hui, on a 90% des contrats créés qui sont en CDD. On continue de dire qu'il est difficile de licencier alors que de toute façon, les gens quitteront l'entreprise sous peu via le CDD. Et tout ça, c'est au final pour nous aligner sur le modèle allemand où les travailleurs sont certes pas au chômage mais ne peuvent pas vivre de leur travail parce que les salaires sont trop bas et parce que tout est en temps partiel. Merci Hugo. Moi je voulais juste revenir sur le concept de projet cohérent. Je pense que j'ai vraiment cette sensation-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est opposé à ce projet, pas uniquement dans un ou deux points en particulier. On est là, vraiment là pour refondre complètement ce projet dans une autre idéologie, parce qu'effectivement, l'idéologie qui est portée au fond de ce projet n'est pas la nôtre. Et tu as vu dans ce concept libéral et libéraliste, et enfin sur la zone euro, je trouve que c'est une question qu'on porte malheureusement trop peu face à ce projet. Il y a peu de voix qui s'élèvent et qui lient les deux conceptions, alors que pourtant elles sont intimement liées. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse se lever contre ce projet sans avoir une vision, en tout cas une parole politique sur la zone euro. Et une parole politique du coup assez brusque pour en rediscuter et revoir la zone euro d'une autre manière. Donc vous pouvez pas dire qu'il y a un point qui vous dérange le plus, mais l'ensemble, donc c'est l'ensemble qui vous combattez. Le point qui me dérange le plus, c'est l'idéologie de fond. Du coup, donc c'est le tout. De même, on est pour le retrait total de la loi. Moi, juste sur ça, je pense que la feinte dessous, c'est de penser que, ce qui n'a jamais été démontré scientifiquement, là je parle avec l'économiste à ma gauche, penser que flexibiliser le CDI allait être quelque chose d'efficace contre le chômage. Je pense que ça n'a jamais... Est-ce qu'il y a un contexte où ça a marché ? Où empiriquement on a vérifié ça, c'est-à-dire pas une corrélation mais un lien de causalité entre je flexibilise le CDI et donc ça crée des opportunités et les gens emploient plus. Je ne sais pas si on aurait des exemples. Là, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête parce que le CDI, c'est quand même quelque chose, un contrat qui est très, très protecteur et qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup de pays. Mais par contre, c'est clair que vous avez un modèle vers lequel on peut se diriger. C'est le modèle américain, donc où vous avez effectivement des chiffres du chômage où on vous dit c'est à 5%, alors qu'en France, on est à 10%. Oh là là. Sauf que si vous regardez, il y a énormément de gens qui ont des boulots à temps partiel, qui cumulent plusieurs boulots, qui se font exploiter comme jamais. Donc, est-ce que c'est ça vers ça qu'on veut aller? C'est-à-dire tout le monde a un travail partiel, mal payé, sous pression, ou est-ce qu'on veut se battre pour, au contraire, garder quand même un travail qui est protégé, qui permet d'avoir une sécurité, qui permet aux salariés de prévoir. Et voilà, et on peut avoir le beurre et l'argent du beurre à ce niveau-là. On peut avoir un marché du travail qui fournit une protection aux gens qui travaillent et un taux de chômage qui est beaucoup plus faible. C'est bien d'avoir un économiste dans notre équipe. Surtout que c'est quand même une loi qui divise dans la communauté des économistes. Enfin, il y a eu beaucoup de personnes. Enfin, il y a eu trois grandes voix qui se sont exprimées. Hein. Ouais, on a eu les banquiers d'abord. C'est-à-dire que si vous regardez, c'est une liste d'économistes qui sont à moitié économistes, à moitié experts, conseillers qui siègent des conseils d'administration. Donc, qui dont le prix Nobel, Jean Tirole. Oui, alors voilà. Alors prix Nobel.
même pas, on peut même pas dire prix Nobel, hein, parce que c'est même pas, il y a même pas de prix Nobel d'économie, c'est un nom abusif. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est pas pour l'intérêt de ces travaux que peu importe qu'il ait un prix Nobel ou pas. Mais en tout cas, oui, il y a tout ce courant-là qui effectivement applaudit la réforme parce que tout simplement, ça va tout à fait dans leur idée, dans l'idée que voilà, il faut libéraliser, il faut détruire les protections, même si effectivement les faits nous prouvent à peu près le contraire, hein, parce que ça fait 30 ans qu'on détruit petit à petit ces protections-là, c'est pas pour autant que le chômage baisse. Et puis on a deux courants plus critiques. Il y en a un courant qui est autour de Thomas Piketty, un courant un peu plus justement qui serait un petit peu critique, mais en disant bon, il faut qu'on aménage, il faut faire autre chose, et carrément un autre courant avec des économistes plus proches d'Attaque, économistes atterrés. Voilà, les économistes atterrés qui sont encore plus critiques et qui disent vraiment il y a rien à prendre dans ce projet-là. Ouais, ils disent je cite l'article du Monde, ils disent qu'ils ont été estomaqués par cette loi. Mais voilà, mais alors là pour le coup, moi c'est vraiment ce que j'essayais de dire dans cette chronique. Il n'y a pas à être estomaqué. C'est un projet de loi qui était malheureusement prévisible à mon avis. Donc, quel est le bilan de 2 journées de mobilisation à Lyon, à Paris et en France? Quel est votre ressenti, Hugo et Vincent? Hugo, commençons avec toi. Pour donc le coup, hier, pour les chiffres, c'était 10 000 personnes. Ouais. Nous, on est vraiment content de voir que la jeunesse, malgré ce que dit constamment la droite et la plupart des médias, n'est pas stupide et désinformée, mais qui est au contraire vraiment préoccupée par son avenir. Et pour être allé on est allé devant une vingtaine de lycées avec les JC, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui sont lycéens. Et les lycéens sont parfaitement au courant des points importants de la loi. Ceux qui mobilisent sur leur lycée connaissent bien la loi et savent qu'il est important de se mobiliser. S'ils se mobilisent, contrairement à là aussi, tout ce qu'on nous dit tout le temps, c'est oui, mais les lycéens, ça ne les concerne pas, ils ne travaillent pas. Mais en fait, lycéens, c'est pour 3 ans. Après le lycée, il y a le monde du travail ou l'université, mais à terme, il y a toujours le monde du travail, donc si les lycéens sont concernés. Et donc tous ceux qui essayent de dire aux jeunes, aux étudiants, qui pourtant bossent beaucoup, et aux lycéens d'arrêter de se mobiliser parce que ça ne les concerne pas, ils ont une vision d'avenir, ils ont une vision à long terme, contrairement à certains. Et on est très content qu'il y ait eu autant de mobilisation en France. Vincent ? Et c'est aussi une réussite dans notre unité, je pense. Parce qu'on s'est retrouvés, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés à ce point-là, et face à un gouvernement socialiste, du moins face à une réforme portée par un gouvernement socialiste, on s'est enfin tous retrouvés parce que l'idéologie, on l'a vraiment comprise, et on a compris les aboutissants de cette réforme. Et tout le monde, c'est vraiment ce que tu disais sur les lycéens, pareil, quand on va dans les lycées, on n'apprend pas et on fait pas de simplification. Ils comprennent véritablement le fond, et comme le fait que ce soit une longue ligne droite qui est encore portée par un gouvernement socialiste ici. Mais du coup, voilà, c'est aussi une grande réussite déjà par le nombre, parce qu'on arrive enfin à mobiliser beaucoup de jeunes dans la rue, et des jeunes qui ont des profils très différents, pas que des lycéens, des jeunes travailleurs, et surtout des jeunes, ce qui manque un peu dans l'engagement politique. Et du coup, voilà, c'est surtout un engagement pertinent, parce que les personnes ont vraiment compris où étaient les grands problèmes et les gros soucis de cette réforme. Est-ce que vous avez réussi à travailler ensemble sur cette mobilisation, les communistes et les socialistes? Hugo? Oui, pour l'instant, on est au sein d'une même interorganisation qui combat la loi, avec de nombreuses autres organisations de jeunesse qui, pour le coup, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu une alliance aussi large contre un projet de loi. Et tous unis autour des mêmes questions, pour le retrait total de la loi. Et à l'initiative de qui? Comment ça s'est organisé? C'était un peu tout le monde, dans le sens, on avait tous cette volonté de retrait de loi. On a tous au début parti de notre côté parce que ça nous a tous choqués personnellement, et on s'est rendu compte en fait sur le chemin qu'on avait tous les mêmes préoccupations et qu'on voulait la même chose. À partir de là, je pense que c'était très simple de se réunir autour d'une table. On se connaît, donc on se retrouve et on combat ensemble. C'est aussi comme ça qu'on est efficace. Est-ce qu'en 2016, un jeune socialiste et un jeune communiste, vous pouvez vous appeler camarades? C'est ça qui nous intéresse aussi. On essaye. Oui. Vous essayez? Bien Une tentative assez timide. D'un côté, face à de telles réformes, je pense que ça va être très facile de devenir très amis. C'est quand même intéressant de dire que c'est le gouvernement de gauche qui réunit. Ils ont réussi à rassembler contre eux. Mais alors justement, moi, j'ai une petite question, alors qu'on a sûrement dû vous poser au MJS déjà pas mal, mais comment on fait pour demander un retrait d'un projet de loi et manifester une opposition vraiment de fond avec un gouvernement du Parti socialiste quand on est aux jeunes socialistes? Est-ce qu'on est un peu schizophrène ou
Non, je pense justement qu'on est peut-être les moins schizophrènes, vu qu'en fait, on n'est pas fidèle à des personnes, on reste fidèle en fait à nos valeurs, et du coup, c'est pour ça qu'on garde des lignes sur le long terme. Et du coup, c'est juste, déjà, c'est un gouvernement qui n'est pas lié au Parti socialiste. Le Parti socialiste n'a pas soutenu enfin, de façon claire, et il y a une très grande discussion au sein du Parti socialiste, comme toujours. C'est un parti avec des mouvements parfois très différents, et du coup, on a cette culture du dialogue, du débat parfois rude, hein, mais en tout cas, c'est un dialogue qu'on a l'habitude de porter. Et voilà, les jeunes socialistes ont toujours été ce poil à gratter de la gauche, enfin du moins du PS. Et du coup, on a toujours été là pour essayer de garder cette ligne, pour porter peut-être des nouveaux débats, des nouveaux discours. Donc je pense qu'on n'est pas, enfin c'est pas de la schizophrénie, au contraire, on est peut-être les mettre dans le bot aujourd'hui. Continuer malgré peut-être les distensions qui pourraient être entre les personnes au sein du Parti socialiste, au sein du Parti des écologistes. Il faut vraiment quand on s'applique au fond et qu'on garde en fait cette autonomie grâce au parti des aïeux, on va dire ça comme ça. Et avec ça, en fait, on arrive à avoir une ligne qui est beaucoup plus sur le long terme et du coup qui est beaucoup plus cohérente. Et ça nous permet en fait, grâce à ça, de faire partie d'un grand mouvement, je pense, aujourd'hui. Est-ce que cette liberté est partagée par le Parti communiste? Et ce que je veux aussi savoir, est-ce qu'il y a une vraie synergie sur le plan local? Est-ce qu'il y a des projets, peut-être, voilà, on va se détacher de la loi El Khomri. Est-ce que localement, il y a des actions que vous imaginez mener ensemble? Après, nous, même si on n'avait pas déjà beaucoup l'habitude de travailler ensemble, parce que c'est vraiment cette loi qui a permis de recréer un gros mouvement de lutte unitaire de toutes les organisations de jeunesse de gauche. Mais après, nous, notre but aux jeunes communistes, déjà, le Parti communiste va s'occuper plus des élections, tandis que nous, on va plus s'occuper des problématiques liées à la jeunesse. Donc on est indépendant et on n'est pas lié à leur calendrier. Mais aussi, nous, notre but, c'est pas forcément de chercher à allier tous les partis, toutes les organisations, mais bien plus de rassembler, de politiser la jeunesse, parce qu'il y a quand même, dans les classes populaires surtout, un manque de politisation. Les gens sont pas au courant, ou les gens ne pensent pas qu'ils peuvent changer les choses. Et donc, nous, notre travail, c'est surtout d'aller rencontrer tous ces jeunes qui manquent d'espoir, en fait. Est-ce qu'il y a des résultats sur ce travail de sensibilisation? Oui, pour le coup, vraiment, donc pour 10 prendre 000 l'exemple personnes départemental, à Lyon hier, est-ce que c'était suffisant? c'est pas suffisant, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont venus de Saint-Genis, qui est quand même à 1 heure de transport en commun d'ici, qui sont venus de Tarare, de Neuville, de Cailloux-sur-Fontaine, de Rieux, de Vaux-en-Velin. Il y a vraiment un mouvement populaire qui est en train de se créer, et tous les jeunes mobilisés, qu'ils soient au JC ou ailleurs, se rassemblent, motivent leurs amis. Par contre, je suis assez contre le fait de dire que la jeunesse aujourd'hui n'est pas politisée. En fait, elle ne se retrouve plus dans le débat politique national comme il est porté au sein des médias, et du moins elle ne se retrouve plus dans peut-être la classe politique actuelle. Mais par contre, quand on va vraiment discuter avec eux sur le terrain, leur discours est politique. Ils s'en rendent pas compte, ils ne l'appellent pas comme ça, mais ils ont toujours un discours très politisé, très politique. Ils ont toujours des idéaux. Enfin, la gauche n'est jamais morte, et pas que la gauche. En fait, les idéaux sont toujours là, ancrés dans nos mentalités. Après, c'est dans la façon dont on va les concrétiser sur la scène politique qui est aujourd'hui différente. Et il y a une très grande distance entre les partis politiques et la jeunesse en ce moment. Mais c'est quand même une jeunesse très politisée, parce que les idéaux sont là, et je pense que pour la politisation, c'est avant tout le fond idéologique qui compte. Moi, je vous reprends juste sur le terme de... Vous parlez de la jeunesse, et vous êtes des organisations de jeunes. Et moi, j'ai eu des cours de sociaux, et il y a le sociologue Pierre Bourdieu qui avait dit « la jeunesse n'est qu'un mot ». Et effectivement, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a vraiment un point commun, un intérêt commun de tous les jeunes, tous les gens qui ont alors il faudra en plus les fixer 15, 25 ans. Est-ce qu'il n'y a pas plus de points communs au final entre un jeune ouvrier et un vieil ouvrier que entre justement un jeune de la banlieue de Vénissieux, de la campagne de la Creuse et des quartiers bourgeois du 6e arrondissement? Comment vous voyez la jeunesse? Comment vous la représentez? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça homogénéise des situations qui sont au final hyper différentes? Je commence. Donc pour nous, autant on a tendance à aller voir la jeunesse en prenant conscience des différences en quelque sorte de classe, parce que pour le coup, les classes populaires vont pas avoir les mêmes problématiques que ceux qui vont venir de classes aisées, qui vont avoir plus de facilité à trouver un emploi via le réseau des parents et compagnie. Mais aujourd'hui, il y a quand même une très très large majorité de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à découper les fils de fonctionnaires, les fils de cadres, mais la très large partie de la jeunesse passe par des périodes de précarité. Donc, pour le coup, même si on prend en compte ces différences de classe qui traversent la jeunesse, on pense que nos projets qui sont pour une stabilité des parcours, pour créer un pôle d'orientation publique, pour augmenter les salaires,
faire en sorte d'encadrer les stages, parce qu'aujourd'hui, la plus grande partie des stages sont des stages photocopieuses qui ne servent à rien pour l'acquis d'expérience. On pense que nos projets, même si on s'adresse en priorité aux jeunes de classe populaire, apporteront pour le coup beaucoup à toute la jeunesse dans sa globalité, par plus de culture, plus d'investissement dans les loisirs, ce genre de choses. Non, je trouve que tu as fait un sac. Le dire la jeunesse, en fait, c'est un abus de langage assez grossier. Enfin, faut vraiment qu'on parle des jeunesses. C'est vrai c'est un terme qu'on a plus l'habitude d'utiliser et il faut qu'on l'utilise. Parce que c'est pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a forcément des bonnes idées, qu'on est forcément dans la bonne direction. Aujourd'hui, quand on écoute des jeunes qui s'engagent ou même qui s'engagent pas, il y en a autant que dans nos aïeux qui disent des conneries assez impressionnantes. Et du coup, voilà, faut arrêter de. Enfin, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a un message particulier, mais cette jeunesse, ça peut aussi nous rassembler sur quelques points. En tout cas, sur les expériences qu'on peut avoir et surtout sur l'idéal qu'on essaie de porter ensemble. Parce que de notre jeune âge, et je pense que c'est peut-être un des seuls points qui lie en fait la jeunesse de façon forte, c'est on a encore cette force de projection sur l'avenir, parce qu'on est vraiment impliqué là-dedans, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui au débat politique, c'est véritablement un idéal à atteindre, et là, c'est à nous de le reconstruire. Enfin, pas uniquement nous, mais en tout cas, on doit prendre une part importante là-dedans. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin quand tu dis que tu penses que les jeunesses, du coup, sont encore politisées, qu'elles s'en rendent peut-être plus compte. Alors déjà, pourquoi elles s'en rendent plus compte et comment tu analyses aujourd'hui l'abstention, qui devient le gros problème de notre démocratie, oui. Le gros fléau. Comment tu l'analyses et comment tu analyses justement comment vous analysez, parce que c'est intéressant, ce décrochage, en fait, entre la représentation des partis et les citoyens. Mais je pense que tu as répondu aux deux questions avec la dernière que tu as posée. C'est véritablement je pense que c'est une conception aujourd'hui de parti et de monde partisan qu'on doit complètement refonder. Parce qu'il n'est plus ce qu'il était, c'est plus cette émulation d'idées, c'est plus le débat, sur le de formation. Aujourd'hui, il y a vraiment un grand problème dans nos partis, il faut vraiment les refonder de la base. Et c'est en fondant ça qu'on va pouvoir en fait permettre à cette jeunesse de s'engager politiquement. Aujourd'hui, elle est engagée, elle a des idéaux, elle a des idées. Elle comprend où elle veut aller, mais malheureusement, elle retrouve plus sa place dans les grandes organisations qui pourraient lui permettre d'avoir une voix plus précise, une voix plus unifiée et d'accéder au débat politique en fait. Et du coup, malheureusement, c'est ça, c'est juste ce lien entre ces jeunesses et le débat politique qui n'existe plus vraiment. Et du coup, d'ailleurs, c'est un lien que la jeunesse ressent. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une abstention aussi forte. Mais il faut du coup refonder en fait ces organes qui font le lien entre la jeunesse et entre la politique. Et c'est quoi ces organes ? Enfin, du coup, ça serait quoi Je suis un grand partisan du parti, en fait. C'est-à-dire que je considère vraiment que le parti peut apporter quelque chose. Aujourd'hui, c'est des structures qui sont vraiment très détériorées. Et aujourd'hui, quand on est assez réaliste sur ce que sont les partis actuellement, c'est un constat assez pessimiste. Mais pourtant, le parti, c'est vraiment cette idée-là, c'est de rassembler les personnes qui n'ont pas pour vocation, en fait, d'être dans une même salle, de les faire débattre, de les faire qu'il y ait des accrochages idéologiques et ce soit un lieu de formation. Et en fait, ce lieu de formation idéologique qui permet ensuite d'aller sur la place publique et la place politique pour prendre confiance en soi et considérer que voilà, après ce débat, cette formation, on a quelque chose à porter pour la société et il faut qu'on le fasse. Oui, Hugo. Ouais, pour continuer un peu sur l'idée de l'importance des organisations aussi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, pour pouvoir s'exprimer, pour clarifier un peu leurs idées, parce qu'ils se sentent tous, les jeunes de classe populaire en tout cas, ont conscience de leur situation, mais ne savent pas l'exprimer. Et donc, beaucoup vont se tourner vers, des fois, les théories complotistes comme Soral ou Dieudonné, ou ce genre de choses. Et là, où c'est important, les organisations politiques, même si elles sont souvent très critiquées, c'est que, par exemple, à la JC, on essaye de faire des choses pour toucher l'ensemble des jeunes. On fait des tournois de foot pour sensibiliser sur la cause palestinienne. On va faire du soutien scolaire pour aider les lycéens qui sont dans la difficulté. On essaye de recréer de la solidarité concrète pour montrer que la politique, c'est ça aussi, en fait, c'est de faire des choses. Et en tout cas, dans notre camp politique, faire de la politique, c'est aussi faire de la solidarité concrète. Et aujourd'hui, malgré toutes ces actions qu'on mène, le fait qu'on soit présent sur énormément de lycées, qu'on fasse des formations, qu'on soit... tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on était très très nombreux en manifestation, que ça surprenait de voir tant de jeunes communistes, tant de drapeaux. On est très nombreux, mais pour le coup, les statistiques, c'est qu'on passe, parmi le temps d'antenne politique, on a 1,76% du temps d'antenne politique. Et à mon avis, c'est à rapprocher avec l'autre chiffre qui est que 95% des médias appartiennent à 7 milliardaires. Donc là aussi, il y a un problème, c'est que la jeunesse, elle s'informe, elle apprend, elle connaît la politique via les médias, et que ces médias appartiennent à des gens qui ont des intérêts de classe.
Puisqu'on a déjà commencé à parler de partis, même d'abstention, Thibaut, j'aimerais aussi parler des primaires et du concept des élections. Vincent, tu viens tout juste d'assister à une conférence d'Olivier Christin, Effectivement. qui est historien et chercheur à l'université de Neuchâtel, en Suisse. C'est ça. Et donc cette conférence qui portait sur la place des élections dans nos institutions et dans notre société. Et je vais demander votre avis à tous les deux donc par rapport à la place de l'élection. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous lire un extrait donc d'un article qui était paru dans les Inrocks il y a quelques semaines, donc signé Alexandre Gamelin. J'ai voté Taubira le 21 avril à 17h. À 20h, j'étais coupable de tous les maux. Politiquement naïf, idiot utile du lepénisme. Depuis, je suis rentré dans le rang. En 2012, j'ai voté utile. Voter utile, c'est renoncer à élire des idées, des programmes, une vision de la société et choisir le candidat le mieux placé pour éliminer celui qui vous semble le pire d'entre eux. C'est un vote adulte, prudent et sans espoir. Hollande a été élu et Hollande ne m'a pas déçu, puisque je ne m'attendais pas à grand-chose de plus que de ne pas être Sarkozy. Mais en 2017, je vais faire encore plus finaux. Gestion de la crise des migrants, état d'urgence et des chances de nationalité me conduisent à changer de stratégie. À quoi bon voter pour une gauche qui applique un programme économique de droite, tout en piquant des idées à l'extrême droite pour éviter d'en faire le lit? Il y a mieux à faire. Voter utile aux primaires de la droite pour le candidat le mieux à même d'éliminer les moins républicains des républicains. Ainsi, libéré du chantage du vote utile, on peut ensuite voter pour le candidat de son choix au premier tour. Candidat qui, comme la France se droitise, n'aura absolument aucune chance de gagner les élections et par conséquent de décevoir. Votre réaction, Vincent, Hugo? Sur le vote utile, c'est très malheureux et je pense que ça rejoint nos problématiques précédentes sur la jeunesse qui se détache en fait de la vie politique. Je pense que tout d'abord c'est un grand problème de renouvellement en fait de la classe politique. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes, il y a très peu de nouvelles têtes, très peu de nouvelles idées et du coup voilà, on arrive malheureusement potentiellement en 2017, on aura Hollande, Sarkozy, Le Pen. Comment arriver à motiver des personnes en leur expliquant qu'il y a un changement possible, que la politique peut changer leur vie, si lorsque 5 ans après, les personnes ont exactement les mêmes têtes sur lesquelles voter, sur lesquelles se représenter en tout cas leur idéal politique. Et ensuite, là, du coup, dans cette conférence avec le professeur Christin, du coup, qui est un professeur d'histoire, on a véritablement beaucoup travaillé, enfin beaucoup discuté en tout cas de la notion du vote, mais en fait, c'est une conception qu'il faut regarder de façon historique, du coup, sur de très nombreux siècles. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande défiance du vote. On met tous les mots sur les élections, etc. et sur la conception d'élections. Et du coup, on essaie de mettre des organes beaucoup plus locaux, avec du tirage au sort et d'autres systèmes. Je pense qu'il faut quand même rester très réaliste sur le fait que l'intérêt général, c'est que si on fait que des petits agglomérats d'intérêts locaux et de petites associations locales, comment arrivera-t-on un jour à allier tout ça pour retrouver l'intérêt général? Du coup, sur toutes ces conceptions d'élection, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Il y a quelque chose localement qui peut être très intéressant, justement, parce qu'on sort du vote utile aussi. Si on a du coup des personnes qui sont proches de nous, avec qui on partage des intérêts locaux, qui peuvent être du coup beaucoup plus efficaces pour mener des politiques localement. Mais en tout cas, nationalement, comment fait-on pour être plus proche de l'intérêt général avec du tirage au sort, avec cet agglomérat du coup d'intérêts locaux? Et du coup, il y a la conception d'élection et du coup, toute cette critique du vote utile aujourd'hui est en fait à voir avec un optique beaucoup plus large. C'est des grands débats qui ont été ouverts en fait dès le 15e, dès le 16e siècle. Et du coup, reprendre tout ça à la base, et je pense que c'est quand même une question qu'on doit porter, mais ça va prendre du temps. Hugo? Je pense aussi que c'est la forme de la Ve République qui pousse au vote utile avec des élections à 2 tours, avec par exemple là aux dernières présidentielles, à la fin du premier tour, quand les gens allaient voter, il y avait plein de rumeurs qui disaient « Oulala, Mélenchon va se retrouver face à Sarkozy ». Et ces rumeurs, ces journalistes qui parlent de ça en disant « Ah bah dans ce cas-là, on est sûr de se retaper Sarkozy », c'est aussi fait pour faire baisser potentiellement le vote d'une nouvelle alternative. Et donc au final, oui, autant on dit il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes, il n'y a pas beaucoup de nouvelles idées, mais quand elles apparaissent, la forme même de notre système électoral fait qu'elles sont bien maintenues au plus bas possible, quoi.
il faudrait plus de proportionnel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux du coup aller dans le problème, tu l'as bien posé. Du coup, c'est quoi votre proposition, vos propositions? Nous, ça fait plusieurs élections quand même qu'on demande un système avec du suffrage beaucoup plus proportionnel, parce qu'aujourd'hui tout est fait pour aller vers le bipartisme, et le fait qu'ils aient rapproché depuis Jospin, je crois, les législatives des présidentielles, fait que les gens votent pareil qu'ils ont voté aux présidentielles ou législatives, et donc le président est sûr d'avoir une majorité parlementaire. Ce qui fait qu'on a ces situations où Sarkozy a été élu sur un programme, Hollande a été élu sur un programme, et ils peuvent faire le contraire, faire des lois qu'ils n'avaient pas du tout annoncées, et personne ne s'y oppose parce qu'ils ont une majorité écrasante au Parlement. D'ailleurs, ça fait le lien avec du coup la question des primaires, et qui est en fait extrêmement lié à ce que tu dis sur le présidentialisme actuellement et la Ve République. C'est en fait un seul et même problème. Ça m'intéresse absolument de savoir votre avis sur cette question éventuelle des primaires. Oui, d'ailleurs, j'ai lu récemment un article qui parlait des primaires en disant que si ça émerge aujourd'hui, c'est bien pour faire naître un débat avant l'élection, parce que avant, on avait, du coup, quand je dis avant, c'est depuis le début de la Ve République, donc années 60, années 70, on avait finalement deux grands partis à gauche, le Parti communiste et le Parti socialiste, et à droite, deux grands partis qui étaient les centristes, centre-droit, donc le mouvement un peu Giscard d'Estaing, donc il a eu divers noms, mais les républicains indépendants, et puis après UDF, et d'autre part le RPR, avec une frange un peu plus libérale, un peu plus à droite. Et qu'aujourd'hui, il y a le FN qui émerge, qui prend une part qu'on n'a jamais vue avant, qu'on ne sait pas trop où classer, on ne sait pas trop quoi en faire. Et du coup, ça rebat les cartes, parce que finalement, au deuxième tour, maintenant, d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir qu'on n'envisage plus aucune autre possibilité qu'il y ait Marine Le Pen au second tour pour 2017. C'est la seule éventualité qu'on entend dans les médias. Et donc les primaires servent justement à choisir la personne qui affrontera Marine Le Pen, et donc à faire le travail qui avant était du ressort du premier tour, c'est-à-dire choisir le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Et donc suite au changement finalement dans l'échiquier politique, on se retrouve à avoir besoin finalement d'un troisième tour, ou qui se situerait avant les deux autres, pour choisir un candidat face au Front National. Est-ce que François Hollande est un candidat naturel pour vous? Pour moi, pas du tout. Mais non, François Hollande, je pense qu'il a bien montré autant il était très sûr de lui, c'est peut-être une qualité, mais par contre, il est très sûr de lui pour faire d'énormes conneries. Enfin, ou en tout cas, pas des conneries pour ses amis, mais des conneries pour le peuple et son intérêt. Et pour toi, Hugo, je peux aussi, dans ce cas-là, poser la question, est-ce que la décision de Mélenchon de se lancer, de se représenter et tout, est-ce que tu penses que c'est légitime? Après, il faut voir comment les choses évoluent, mais c'est vrai que ça s'introduit dans le cadre des primaires, ça complique un peu la donne à gauche. Après, on va voir si Mélenchon revient pour négocier finalement, voir si le Front de gauche représente un candidat. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça complique un peu la situation. Ouais. Vincent, Hollande est-il un candidat naturel Un candidat de la naturel, gauche? je pense qu'en soi, c'est un candidat naturel parce qu'il a une posture, une expérience qui en fait un candidat naturel. Mais ensuite, un point sur lequel je suis assez sceptique, c'est que j'aimerais, s'il est un candidat, il faut que ce soit candidat au même titre que tous les autres. Il faut pas que ce soit un candidat spécifique, un candidat au-dessus, un candidat spécial. Il faut que, si on accepte le principe de primaire, il faut que chacun parte avec les mêmes armes sur un terrain d'égalité. Et du coup, laisser que si Hollande souhaite se présenter, le faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres idées, d'autres positions qui puissent être défendues, venant même du sein du Parti socialiste. Il faut que ça soit un candidat normal, du coup. C'est ça. D'accord. Donc les jeunes socialistes sont pour la tenue des primaires? C'est un grand débat chez nous. Après, je ne pense pas pouvoir dire les jeunes socialistes sont pour ou contre, mais c'est surtout, en fait, c'est un débat. Les primaires peuvent tout et rien dire. Ça peut être quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la Ve République, du coup, un premier tour, et qui permet en fait à des personnes, du coup, on va encore plus voter pour la personnalité. On va en fait considérer une personnalité potentiellement qui peut passer le premier tour, et du coup qui va pouvoir encore plus se détacher de son programme de parti. Et là, c'est sur ce point moi, que ça me gêne énormément. C'est du coup, à quoi bon avoir des partis si avant les élections, du coup, les partis se représentent avec un programme de parti. Avant tout ça, on permet à des personnes de s'en détacher et de faire leur propre programme sur lequel, justement, parce qu'ils se sont engagés en leur nom propre et pas en nom d'une idéologie et d'un parti, ils peuvent revenir aussi facilement que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Et du coup, c'est pour ça que les primaires peuvent un peu... Voilà, c'est quelque chose de très large, de très vague actuellement d'ailleurs.
Et puis, est-ce que c'est pas confisquer un peu plus aussi le débat aux gens qui sont justement moins politisés? Est-ce que le fait de faire des primaires, c'est pas conserver le débat entre gens politisés, sympathisants, militants, et l'éloigner un petit peu ce débat qui aurait pu avoir lieu sur quelque chose de bien plus médiatisé, bien plus large sur le premier tour? Effectivement, mais c'est vrai que le débat doit avoir lieu au premier tour et je suis vraiment pour qu'il y ait une pluralité des personnes qui puissent se représenter. Je suis aussi assez marqué par le fait qu'il ne faut pas qu'on voit une élection présidentielle comme un simple calcul. Il faut que ce soit une idéologie qui soit portée, pas seulement quelqu'un qui peut gagner. Il faut que ce soit quelqu'un qui peut apporter quelque chose au quotidien et pas seulement quelqu'un qui peut battre Marine Le Pen au second tour. Bah, là-dessus, pour le coup, nous, autant les jeunes communistes, on était vachement occupés avec la loi travail, mais pour donner un peu la position du PC qui me paraît intéressante, c'est ils partent de l'idée qu'ils vont aller participer aux primaires, peut-être, parce que c'est encore quelque chose qui fait débat. Ils vont aller participer aux primaires en organisant d'abord des assemblées locales dans le plus d'endroits possible pour constituer un programme qui porteront lors de ces primaires-là via le résultat en fait, de ces assemblées locales. Et donc pour le coup, là où tu disais que ça peut être un risque de dépolitisation ou justement de ne permettre qu'à ceux qui sont politisés, qui ont un avis sur ces questions-là et qui s'y intéressent, de participer, les assemblées locales peuvent permettre là aussi de toucher plus de monde et de remettre un peu le peuple et les classes populaires dans ce débat-là. Du coup, juste pour suivre, ça va un peu dans le sens de... vous voyez le projet laprimaire.org c'est un projet de primaire citoyenne. Donc le but, c'est ça, c'est de créer une plateforme d'où va émerger des candidats, la société civile en fait. Est-ce que c'est dans ce sens-là, ce que tu décris là? Ça va dans ce sens-là, c'est de... Après, moi je pense que c'est plus une démarche, comme on fait d'habitude, très militante, d'aller à la rencontre des gens. Parce que c'est vrai que là aussi, le risque, même si les réseaux sociaux nous aident beaucoup à contacter des gens qui ne s'intéresseraient pas forcément à la politique d'habitude, là, le risque aussi, c'est qu'avec un site comme primaire.org, qui a le risque que les gens qui sont au courant et leurs amis aillent dessus, et que tous ceux qui... parce qu'il y a aussi une fracture numérique en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne savent pas le manier. Et donc nous, c'est quand même beaucoup plus une démarche humaine en quelque sorte, d'aller au contact des gens et de les pousser à prendre parti, à prendre parti politique, à s'engager. Vous pourriez vous emparer de cet outil-là, qui est a priori bien sûr, ça pourrait être qui n'a intéressant. pas d'étiquette, pour l'utiliser, pour donner justement de l'ampleur à vos... Oui, tout à fait. Qu'est-ce que pensent du coup les jeunes socialistes de ces primaires numériques? Parce que justement, tu dis, Vincent, que tu es très attaché au concept de parti. Alors, mais je me demande juste si on n'est pas en fait de recréer le premier tour des élections présidentielles. Parce que le premier tour, est-ce que c'est pas exactement le projet de ce qu'on essaie de porter, qu'il y ait le plus de citoyens qui soient impliqués, qu'ils aient les informations nécessaires, du coup, qui sont portées grâce au service public durant les tours des élections, et qu'on arrive à avoir cette conglomérat de tous les citoyens qui viennent vraiment exprimer leurs idées avec énormément de possibilités. Aujourd'hui, les premiers tours des élections françaises, il y a quand même énormément de partis, énormément d'idéologies qui sont présentées. Et heureusement, c'est un grand bien pour la politique. Du coup, voilà, j'aimerais juste qu'on essaie de voir où est-ce qu'on veut aller en fait avec ces primaires et en quoi notre premier tour des élections présidentielles ne répond plus à ça. C'est interdit d'y construire. C'est l'application des textes, tout simplement. Pas autre chose. Mais c'est pas construit justement, là ça va être des cubes qu'on peut déconstruire comme on veut. C'est une construction. Si c'était un particulier, on ne lui autoriserait pas. C'est pas la finalité de l'objet qui m'importe, c'est le respect de la réglementation. Je suis urbaniste, donc je suis profondément choquée par ça. Je pense que ça changera un peu la population locale. Ça mettra peut-être un peu d'animation. Il n'y en a pas ici ? Il y en a, mais ça peut toujours être intéressant d'en avoir un petit peu plus. Moi, je pense que c'est super. Je suis vraiment à fond pour ce genre d'initiative, surtout dans le 16e. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'être un peu bousculés dans nos habitudes et dans nos petits conforts quotidiens. Il y a un centre d'hébergement de SDF qui va s'installer juste à côté, là, dans le 16e. Oui. Vous en pensez quoi ? Pourquoi vous nous dites ça ? Nous, on n'est pas SDF. Non. Non. C'est bon. Alors, Bologne, c'est pas safe. Est-ce que vous compatissez au malheur de ces pauvres riverains? Pour le coup, c'est quand même pas facile de pas s'énerver en entendant certaines déclarations parce que, ils assimilent directement des SDF avec des violeurs, avec déjà ils font tout le temps l'amalgame migrants SDF, c'est tout dans le même package. Et bon, à mon avis, en fond, ce qu'ils n'osent pas dire, c'est que ça risque de faire baisser le prix de leur maison.
Et comme c'est des gens qui en général aiment bien l'immobilier et la pierre, ces braves gens, ça doit les embêter un petit peu, le risque de perdre 10% de la valeur des maisons. Et enfin, pour finir, c'est quand même vraiment énervant de voir qu'il y a des pressions aussi fortes et qu'en général, c'est plutôt eux qu'on écoute qu'autre chose contre ce genre de choses, contre la construction des logements sociaux. La plupart des bonnes villes bien riches de France ne respectent pas les quotas de logements sociaux et les maires sont prêts à payer des amendes très élevées pour ne surtout pas avoir de classe populaire dans leur ville, quoi. C'est le cas du 16e arrondissement d'ailleurs, qui est l'arrondissement de Paris qui respecte le moins la loi sur les logements sociaux d'ailleurs, et notamment parce qu'il y a des associations de riverains très puissantes qui poussent en justice avec des recours à non plus finir dès qu'il y a un projet de logement social dans le 16e. Et d'ailleurs, en parlant des associations de riverains, il y a un commentaire suite à la publication de ça. Sur Facebook, il y a eu un commentaire pas politiquement correct, mais qui m'a fait beaucoup rire. Où il y a quelqu'un, la dame qui s'insurge parce que son fils croise des putes tous les soirs. Et la personne lui répond, mais si les putes se sont installées là, c'est aussi parce que les clients y sont. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle. Oui. De manière générale, même si oui, comme tout le monde, moi aussi j'ai rigolé au début, mais quand ça s'enchaînait et tout, quand il y avait d'autres, en fait, si vous voulez, c'est même pas une proposition, genre les gens qui disaient non, mais envoyez-les à Calais et tout, loin de nous et tout. Qu'est-ce que c'est cette crise de désolidarisation massive? C'est quoi? Comment vous le voyez, Vincent? Je pense que c'est justement, c'est des personnes qui n'ont jamais été en lien avec des populations autres que leur population, que leurs milieux sociaux. Le 6e arrondissement, c'est quand même l'arrondissement, un des arrondissements les plus grands de Paris. Et en termes de rapport entre le nombre d'habitants et de places en logements sociaux, déjà c'est un des pires, mais en termes de logements pour les SDF, il y a énormément d'arrondissements ou de parties de Paris, des quartiers beaucoup plus populaires qui ont des centres de logement avec 1200, 1300 places, alors que là, c'est un centre de logement assez petit qu'ils essaient de mettre en place. Tout simplement, c'est pas de l'animation qui manque, c'est ce qu'une des personnes interrogées disait. Je pense que c'est la solidarité qui manque énormément dans ces quartiers. C'est enfin sortir de son quartier et rencontrer les personnes avec qui vous vivez au sein d'un même pays, au sein d'une même ville. C'est juste rencontrer des personnes qui ne sont pas de votre milieu social et se rendre compte que la vie d'une manière générale, c'est pas que dans le 16e arrondissement. Il y a des personnes qui ont ce besoin de solidarité. En plus, c'est pas énorme ce qu'on leur propose. C'est simplement la dignité. Et même pour accéder à la dignité, il y a des personnes qui s'indignent justement, alors qu'eux ont les plus gros appartements de Paris et sont dans un luxe qui est quand même assez important. Moi, après, je trouve pas ça très correct d'imposer les habitants du 16e au SDF. Je pense que c'est pas très humain envers les SDF. Surtout que les baguettes sont chères là-bas. C'est un des grands arguments, comme quoi le prix de la vie était beaucoup trop important pour ce genre de population, entre guillemets. Et tout ce qu'on a vu en fait comme prix cité comme ça correspondait pas du tout au prix des baguettes. Donc les gens, je me demande, est-ce qu'ils font déjà leurs courses, quoi? Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'en fait, on voit une classe qui est assez invisible d'habitude. C'est-à-dire que la grande bourgeoisie, on l'entend pas, on la voit pas, elle aime pas la lumière. Et là, ils sont sous les projecteurs de fait, en fait. Et on se rend compte que ces gens-là ont justement ce type d'opinion, qu'ils ont un peu des moyens de faire pression, parce que quand même, ils ont l'air de sacrément lui mettre des bâtons dans les roues à ce projet. Et on entend dans ces paroles ce qu'on peut appeler en sociologie, on appelle des fois du racisme de classe, quoi. C'est-à-dire que le pauvre, le SDF, il est paré de tous les maux, de toutes les tares qu'il y a. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant là, c'est de les entendre, Et c'est pour ça que ce micro-trottoir, il est intéressant. Les entendre aussi insulter la préfète de Paris, entre autres. On va pas citer ça à l'antenne. Moi, ce qui aussi m'a fait réfléchir, c'est la réponse du maire du 16e, Claude Goisguen, qui disait que oui, non, mais c'est un fait accompli, c'est pas comme ça. Pourquoi on n'a pas fait de concertation avec les habitants? Et lui-même, il dit, et moi, donc, j'ai jamais refusé ce projet de centre d'accueil, mais peut-être pas ici et tout. En plus, moi, je vais déjà formuler 4 propositions. Et donc, quand le journaliste lui pose la question, mais est-ce que vous avez, demandé l'avis de la population, il dit, ah non, mais quelle est ça, dans ce cas-là, légitimité? Donc, lui, en tant que maire, il décide lui-même comme ça, ok, 4 Olio, ça va être là. Tandis que quand la mairie centrale décide de l'emplacement, ça le dérange. Donc,
Donc il y a aussi tout ça. Parce que on a eu droit à tout, même les appels à des référendums. Pourquoi il y a ça à Notre-Dame-de-Landes? Pourquoi il n'y a pas ça dans le 16e? Donc, on a ouvert une boîte de Pandore, je crois, avec ces référendums. C'est tout simplement parce qu'on demande l'avis du peuple lorsqu'il nous arrange et qu'on n'a vraiment pas cette culture. Genre, en France, c'est une culture du référendum qui a été vraiment effacée après les abus en fait, de Gaulle. Et du coup, malheureusement, aujourd'hui, dès qu'on parle de référendum et de justement demander au peuple ce qu'il entend, ce qu'il pense, tout de suite après, il y a le terme de populisme qui arrive dans le débat. D'ailleurs, en Angleterre, au Royaume-Uni, avec le débat autour du Brexit, dès que au Royaume-Uni, on parle de référendum sur la question, tout le monde s'offusque en disant « c'est le populisme, ils vont voir la population ». Mais est-ce que tout simplement, on ne pourrait pas se mettre autour d'une table et réaliser que c'est logique de demander en fait, à une population et des personnes qui vivent au quotidien sur un territoire ce qu'ils pensent des aménagements, ou du moins des grandes lignes politiques qu'on essaie de leur faire vivre. Et puis, le référendum, il a peut-être été décrédibilisé un petit peu par l'utilisation gaulliste, mais aussi pas mal par 2005 quand même, hein, parce que on a justement vu que ça ne suffisait pas d'organiser un référendum, encore fallait-il respecter le résultat. Effectivement. Ouais, moi, c'est une question qu'on avait un peu préparée aussi, et qu'on a commencé à évoquer au tout début. Je prends 2 exemples marquants. Donc, la Légion d'honneur accordée à un Saoudien qui me semble opposé fondamentalement aux idéaux qui sont les vôtres. Hein. Deuxièmement, les députés qui baissent drastiquement la taxe de l'huile de palme. Voilà, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que notre système est encore capable, en l'état actuel, de générer des idées? Est-ce que le combat continue? Ou avons-nous abandonné le monde des idées et la visée de l'intérêt général? Est-ce qu'on l'a abandonné au monde des intérêts financiers, diplomatiques? Donc la question de tout à l'heure. Et est-ce que le politique n'est pas devenu un gestionnaire? Dernière question, là plus aux socialistes, c'est quoi la limite que vous vous fixez, ou du moins toi personnellement que tu te fixes, la limite de dérapage du gouvernement, limite à partir de laquelle tu te désolidariseras? Parce que là j'entends que c'est bien qu'il y ait un pluralisme d'idées au sein du Parti socialiste, qu'il y a différents courants qui s'affrontent, mais il y a quand même des zones de rupture. Et c'est quoi? Voilà, c'est quoi cette zone? Est-ce qu'on en est loin, ou est-ce qu'il y a encore de la marge? Sur ce que tu disais par rapport au fait que nos politiques au final sont plus dans le monde des idées, seraient plus dans le monde des idées, moi je pense que c'est quand même au final tout autant idéologique que de vouloir une société égalitaire et compagnie. Eux ils sont juste dans l'idéologie libérale. Remercier le président saoudien, c'est tout, enfin c'est quoi, c'est un émir, ministre de l'Intérieur et prince héritier. Le prince héritier saoudien, c'est quand même tout à fait normal quand il achète pour 19 milliards d'armement à la France. Dans leur idée, c'est vraiment gentil de sa part, donc ils le remercient à leur manière. Et c'est sûr qu'après, pour nous qui avons des idées différentes, qui sommes contre les guerres, qui sommes pour l'égalité entre les peuples, la fraternité entre les peuples, ça nous gêne qu'on remette une médaille à un gars auquel on a vendu des armes et qui s'en sert pour bombarder des gens au Yémen. Guerre dont personne ne parle d'ailleurs, et qui a pourtant fait plusieurs dizaines de milliers de victimes. Et puis bon, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas que le Yémen, ils sont quand même clairement les soutiens, que ce soit financiers, militaires, stratégiques de Daesh. Mais bon, donc là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment... c'est des idées qu'ils ont, nos hommes politiques, ils sont juste libéraux. C'est pour ça d'ailleurs que pour faire baisser cette influence libérale au gouvernement, on est pour la séparation du MEDEF et de l'État, ce qui serait, je pense, un grand pas depuis la séparation de l'Église et de l'État. Pour le coup, nous, nos idées, on en a, mais c'est juste que, comme je le disais, on a du mal à les faire passer. On les fait passer dans les classes populaires via le militantisme, mais il nous manque le relais médiatique, et donc merci encore de nous avoir invités pour pouvoir le faire un petit peu. Du coup, effectivement, je ne pense pas que c'est un manque d'idées qui manque, c'est un manque de pluralité d'idées. C'est un débat de fond et des positions qui peuvent être très différentes et s'opposer à cette hargne, ces grands débats qui soulèvent les populations, c'est ça qui manque. Aujourd'hui, effectivement, il y a une idéologie dominante qui est partagée par une grande partie de la classe politique, et il faut justement qu'on arrive à trouver d'autres voies, trouver d'autres idéaux qu'on veut porter, réfléchir sur le long terme, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut enfin mettre en place, autre que ce que nous on a pu vivre, surtout du coup la jeunesse, là c'est parce qu'on n'a jamais vécu autre chose que ce libéralisme qui est très, très poussé. Et du coup, sur la question de la limite qui nous ferait partir de cette grande famille, je pense qu'en fait, je ne fais pas partie en soi, au sein du MJS, du coup c'est un mouvement autonome, du coup voilà. Après il y a aussi déjà le lien,
le lien qui est assez l'éloignement en fait entre le gouvernement et le Parti socialiste. C'est pas le parti qui est au gouvernement, c'est vraiment grâce à ce présidentialisme d'ailleurs. Il y a une filiation quand même. Oui, effectivement, une filiation. Mais d'ailleurs, du coup, il y a des débats et au sein des partis socialistes, beaucoup de personnes se permettent de critiquer ce parti. Certaines personnes, d'ailleurs, sont très, très critiques envers de les nombreuses mesures, d'ailleurs, dont les dernières en particulier. Mais je pense pas qu'il y ait... Enfin, moi, mon point de rupture, je suis tout simplement socialiste. Malheureusement, il y a peu de gens aujourd'hui qui disent socialistes et qui ont les mêmes idées que moi. C'est ça le point. À mon avis, le grand point, c'est juste, je resterai fidèle en fait à ma position socialiste. Après, si d'autres personnes essayent d'utiliser ce nom à d'autres fins, avec d'autres idéologies qui ne sont pas les miennes, voilà, je continuerai à me battre face à eux pour justement préserver en fait ce terme qui pour moi a du sens, cette idéologie pour moi qui peut porter un progrès pour notre société, au sein de laquelle on a beaucoup d'optimisme. On peut vraiment arriver à créer une autre société grâce à cette idéologie. Mais je continuerai du coup de me battre coûte que coûte aussi longtemps qu'il faudra, même face à des gens qui se disent socialistes, pour que ce nom en fait retrouve son vrai sens. Et est-ce qu'il y a des gens qui commencent à sortir du Parti socialiste ou des MGS, de l'intérieur? Il y a des gens qui partent. Il y a une tendance, je veux dire. Quelques semaines, le député, un député PS effectivement, qui a décidé, je crois, de partir, mais en soi, après, même au sein des militants, il y a de toute façon des grosses ruptures qui sont en train de se créer. Il n'y a pas encore de mouvement de foule pour sortir du Parti socialiste, effectivement, mais en tout cas, il y a peut-être plus de mouvement de foule pour rentrer au parti, et c'est ça le plus important. C'est aujourd'hui, il faut qu'on arrive à parler à tout le monde et recréer ce consensus avec tout le monde. Du coup, il faudrait qu'on ait ce mouvement de foule pour que les gens reviennent et retrouvent en fait ce débat politique et qu'on fasse ensemble un autre projet. Mais et pour continuer là-dessus, il y a quand même aussi il faut voir que ce gouvernement fait un mal énorme en étant élu sur des positions, parce que Hollande s'était permis, je pense que ça lui a fait mal à lui-même, mais il s'était permis de dire que son ennemi était la finance, qu'il voulait lutter contre la finance. Et donc il y a quand même un mal énorme qui est fait au mouvement de gauche, à ceux qui se revendiquent de gauche. Et nous, au final, on a tendance à être associés aussi, parce que Hollande, à des moments, un peu comme Hillary Clinton qui piquerait des morceaux de discours de Sanders, il avait utilisé un argumentaire parfois marxiste. Et aujourd'hui, c'est tous ceux qui veulent changer les choses, qui ne feront plus confiance à un politique pendant des années. La gauche, selon les sondages, a jamais été aussi bas en intention de vote. Et là, Hollande fait énormément mal via ça, parce que le Parti socialiste a porté des choses. Et même si Mitterrand avait commencé le travail de sape, là, ce gouvernement est en train de détruire la confiance d'énormément de gens qui auront du mal à revoir aujourd'hui comment ils peuvent faire confiance à un politique qui proposerait des changements quand ils voient que Hollande fait exactement le contraire de ce qu'il a apporté pendant sa campagne. Et du coup, ça me permet juste d'enchaîner sur une question, parce que tu l'as un peu anticipé, c'est après ce beau débat contradictoire entre les socialistes et les communistes, et puis je vois que le mot marxiste fait sourire. On ne sait pas quand François Hollande a utilisé un vocabulaire marxiste. Surtout pour ça. Mais dans ta chronique, tu disais qu'il est aussi socialiste et féministe. Ouais. Oui, non mais voilà, après tout est permis. Hein. Les mots ont un sens. Donc du coup, est-ce que vous pensez qu'il vous soit encore possible de parvenir à une définition consensuelle de ce que c'est que la gauche aujourd'hui en 2016. Et sur quel socle fondamental, s'il y avait une primaire de gauche, ça serait quoi le socle qui fait qu'on est à gauche et pas à droite? Alors on dit, oui, il y a quand même encore une différence entre la droite et la gauche, mais je trouve qu'on n'ose pas tellement ce débat aujourd'hui. C'est quoi le socle fondamental qui vous unit aujourd'hui dans cette grande famille de gauche? Hugo, s'il te plaît. Alors, pour commencer, juste pour revenir sur... quand on dit qu'on lutte contre la finance, c'est qu'on lutte contre les plus riches et se dire en fait qu'ils sont organisés en tant que classe et que nos intérêts sont contradictoires avec eux. Donc c'est revenir sur une idée de lutte de classe qui revient soit aux racines du socialisme d'avant Mitterrand ou aux idées marxistes. Mais pour moi, le socle de la gauche, parce que c'était ta question, c'est partir du principe que l'argent n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on nous dit. Par exemple, aujourd'hui, le truc qui revient tout le temps, c'est le coût du travail. Et là où la critique du coût du travail est idéologique, c'est parce que si vous manquez d'argent, vous, dans vos budgets respectifs, vous allez vous attaquer d'abord aux plus grosses dépenses. Vous n'allez pas dire je vais réduire ma consommation de yaourt. Vous allez peut-être d'abord regarder l'électricité, l'eau ou ce genre de choses. Et là, on s'attaque constamment aux salaires et aux cotisations sociales qui représentent 15% de la richesse nationale, tandis que les dividendes et intérêts représentent, et donc tout ce qui part aux actionnaires, représente 30%, c'est-à-dire le double.
Et pourtant, est-ce que vous avez entendu beaucoup de journalistes parler du coût du capital ? Voilà, personne ne répond, c'est révélateur. Et donc pour moi, le socle de la gauche, ce serait de dire, aujourd'hui, il y a des gens qui se gavent sur notre dos, il faut que la richesse soit récupérée là où elle est, et il faut arrêter de faire des petites réformettes, ou par exemple pour la jeunesse, combien il y a eu de plans pour proposer 1000 emplois aidés à la jeunesse, 2000 emplois aidés, ça a pris 15 noms différents sous tous les gouvernements qu'on a eus, pour soi-disant lutter contre le chômage, des petites réformes en donnant des emplois précaires aux jeunes. Ça, c'est des choses, on nous donne des miettes pour calmer la colère en fait, qui gronde. Aujourd'hui, il faut se rendre compte, il faut que la gauche dise qu'il y a de l'argent, que l'argent on doit le récupérer, et que tous ces riches qui menacent de s'en aller, il faut aussi les taxer. Si on prenait la moitié des dividendes qui partent aux actionnaires, on pourrait financer, bloquer tous les trous de la Sécu, et surtout financer des vrais emplois, une vraie sécurité sociale, une vraie stabilité des parcours, de la formation, investir. Pour le coup, pour moi, avoir un programme révolutionnaire, un programme de gauche, c'est dire que de l'argent, il y en a et qu'on peut avoir de vraies propositions, et des propositions de grande ampleur. C'était la définition de Hugo Paturo, en direct sur Brume. Vincent. Du coup, le socle de la gauche, en fait, c'est une grande question, mais je pense qu'il nous faudrait en fait des semaines pour arriver à en parler. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait tous se mettre autour d'une table en reprenant en fait les écrits de Gramsci et sa conception d'idéologie de gauche qu'on doit porter ensemble, des sociotraites comme il les appelait, aux communistes les plus zélés. Et du coup, repartir tous ensemble. Et en fait, je pense que le socle doit être reformé actuellement. La plupart des différences entre la droite et la gauche qui sont portées, en tout cas médiatiquement, ce ne sont pas les bonnes. Aujourd'hui, on parle du libéralisme. Je ne pense pas que le libéralisme c'est une barrière factice. Il y a énormément de barrières comme ça qui sont très factices. Et du coup, il faut qu'on aille au-delà de tout ça. Il faut vraiment qu'on pense à... Je pense qu'aujourd'hui, le socle de la gauche, c'est de se réunir autour d'une table pour proposer une société meilleure pour l'avenir. La gauche a toujours eu cette pensée en fait, du meilleur, que demain, en fait, on peut vivre mieux parce qu'on en a les moyens, parce que demain, on peut créer une société dans laquelle on se sent mieux, on travaille mieux, simplement, on vit plus longtemps, on a des meilleures conditions de vie. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le socle, c'est de se réunir et de créer, en fait, de reformer cet idéal sur un idéal optimiste fondé sur une conception qui est quand même, je pense, la conception principale de la gauche, qui est l'égalité. Donc, d'un côté, c'est la lutte, et de l'autre, c'est se mettre autour d'une table. Enfin, si je devais... d'un côté, ça sent un peu la synthèse de François Hollande. Créer un idéal commun qu'on essaiera de porter, du coup, dans la lutte, effectivement, mais en tout cas... un fond idéologique qu'on doit reprendre en main, une bataille culturelle qu'on doit mener ensemble. Et du coup, il y a énormément de choses autour de tout ça. Merci beaucoup, Vincent Exiga. La toute dernière question pour vous deux. Quel livre pourriez-vous conseiller à un jeune qui n'est pas forcément engagé ou qui essaye de s'engager dans un monde mauvais, pour reprendre le terme de Geoffroy de la Gannerie. La deuxième fois, on prononce déjà beaucoup mieux, Thibaut. Alors, quel serait cet ouvrage littéraire ? Moi, je conseillerais plutôt un journal parce que pour le coup, ça permet de s'actualiser constamment. Et donc, l'humanité. Je parlerais de l'humanité, oui. Parce que pour le coup, autant ça parle bien sûr de politique, mais aussi de sport, ça a une analyse culturelle. Et ce qui est original et ce qu'on trouve dans peu d'autres endroits, c'est que ça parle des mouvements sociaux, que ce soit syndicalistes, que ce soit des associations de riverains, mais un peu plus progressistes en général que ceux qui voulaient virer les SDF. Et ça parle des victoires de ces gens-là. Par exemple, ça a couvert la victoire des grévistes de Fralib, ceux qui faisaient le thé éléphant, et qui aujourd'hui ont une coopérative qui marche très bien, et ils vont pouvoir réembaucher tous leurs anciens collègues qui ont été libérés. Et ils ont rappelé donc leur boîte 1336, c'est le nom de leur thé, et c'est le nombre de jours qu'ils ont lutté. Et il n'y a que l'humanité qui parle de ce genre de lutte. Et donc voilà, je conseillerais de lire ça. Vincent. Moi, je conseillerais de lire tout court, en fait. Dans le sens, après, bien sûr, je donnerai un nom de livre à la fin, mais aujourd'hui, la politique, faut pas oublier, faut juste pas fantasmer ce que peut être la politique. C'est pas juste des salles sombres avec que des hommes qui discutent de pouvoir. C'est avant tout en fait des expériences de vie qu'on amène et qu'on discute, et on arrive grâce à ces expériences à comprendre des problématiques de nos sociétés, et à partir de ces problématiques à apporter des projets avec nos idéaux. Du coup, le principal en fait, c'est juste de lire le plus possible. Il y a énormément de choses qui sont créées, qui sont écrites aujourd'hui, et pas forcément des journaux politiques ou des livres politiques, mais parfois juste du coup des autobiographies et on est jeune, mais on peut vivre en fait plusieurs jeunesses grâce à la littérature, et du coup avoir plusieurs expériences qui en fait vont forger notre vision et notre positionnement. Du coup, je citerai juste un livre que moi j'ai adoré, c'est Romain Gary, La promesse de l'aube. Et du coup, voilà, comme vivre une deuxième jeunesse en lisant, je pense qu'avec ce livre-là, on est bien servi.
doublement prix Goncourt, Hermann Gary, c'était le choix de Vincent Exiga du mouvement des gens socialistes. Merci à tous les deux, merci Hugo, merci Vincent de Merci passer à la hein. Fabrique de la Nuit. Merci.